Jean-Paul. Oui, je crois que si on veut changer, c'est probablement une question d'espace, de nouveaux espaces, des espaces numériques. Alors moi, comme je suis juriste et fonctionnaire, donc ça me rejoint à aller regarder les codes. J'ai regardé le code de l'éducation, l'article M912-1-1. Et un enseignant, quand il veut travailler, commence par jalonner son espace. Et il sort l'article 912. En gros, de façon un peu triviale de dire « foutez-moi la paix », il dit le code dit « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des institutions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection ». Alors ça a été rappelé, cette culture pyramidale. Alors à la fois on accole ce beau mot de liberté à la pyramide. On va cadrer, vous êtes libre, mais à condition de respecter. Et au moment donné, et si on prend Lewis Mumford qui parle de la création du capitalisme, il dit que le capitalisme c'est conçu avec la conquête de nouveaux espaces, et notamment aller sur l'ouest. Moi j'aime bien cette idée qu'on est en train de conquérir le Far Web, et on est en train de construire de nouveaux espaces. Alors ces nouveaux espaces, j'en reparlerai d'un point de vue juridique, mais je crois que l'enjeu est ici. Et pour l'instant, on a beaucoup de mal, et toutes nos discussions depuis ce matin sont des questions d'espace. Quels sont ces espaces? Où se situe-t-on? Qui prend le pouvoir? Comment co-construit-on? Comment collabore-t-on? Donc tous ces mots comme ça qu'on assène, et à force de les asséner, on a l'impression que c'est une vérité. Alors est-ce que la collaboration c'est forcément bien? Christophe Dejour dit non, Richard Sennett vient de nous dire que l'éthique de la coopération elle peut être toxique. Donc tous ces mots qu'il va falloir réinterpréter au moment où on a des espaces de plus en plus vastes et qu'on ne peut pas quantifier comme faisaient les Américains. Dans des enclosures, on pouvait mettre des miles, des mètres carrés. Ici, c'est plus du tout le cas et il s'agit de liberté. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'un point de vue juridique. Monica, pour le primaire. Oui, alors moi je vais revenir sur cette notion d'écriture et de liberté d'écrit autour du fait que le numérique a aujourd'hui ouvert des espaces en effet qui sont à s'approprier et qui donnent du sens dans notre pratique. Donc ne pas ouvrir la classe à ces espaces, c'est faire défaut et à notre mission de formateur, à notre mission d'éducateur. Je pense qu'il est très important que justement on leur permette d'entrer, de partager ces nouveaux espaces, mais de manière intelligente. Quand je dis intelligent, je dis en ayant compris à la fois les plus-values, mais aussi les dangers. Et je crois qu'on a tout un travail à faire, parce que de lisibilité, de clarté autour de, bon, à la fois, il faut y aller, il faut utiliser ces espaces numériques de publication pour écrire, pour communiquer, pour échanger, pour s'approprier l'écrit, s'approprier la lecture, mais il faut aussi parfois tirer la sonnette d'alerte en disant attention. Et on est toujours dans cette ambivalence entre, bon ben on y va, mais il y a quelques dangers, quelques protections à mettre en place, et à peut-être à rappeler aux enfants qui, eux, on a l'impression de surfer sur un terrain de jeu immense dans lequel ils se lancent sans réfléchir. Et les enseignants sont peut-être un peu les garde-fous, et l'institution, elle, par contre, elle verrouille. Alors, au niveau liberté professionnelle, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même pas mal brimé, dans le sens où certains accès nous sont fermés parce que pour des raisons X, Y de protection, de sécurité. Et ça, c'est vrai que ça questionne notre liberté d'enseignant, notre liberté de pratique et les choix qu'on est toujours amené à faire, un peu être libre, c'est désobéir. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire avancer les choses, il faut apprendre à désobéir à l'institution, désobéir à ce qui nous est demandé. Donc moi j'ai plein de questions autour de la liberté. C'est vrai que le fait de m'être posé quelques minutes autour de cette question, je me suis dit mais pas simple de voir ce qui est visible, invisible dans ce mot liberté et dans les usages et puis dans cet espace qui bouge tout le temps et qu'il faut redéfinir en permanence. Donc en ce qui me concerne, c'est vrai que c'est une question vraiment à s'approprier, mais par tous les acteurs, aussi bien au niveau de l'institution que les formateurs. En vous écoutant, je pensais à une chose à laquelle je n'avais pas pensé, je me suis dit, comment n'y ai-je pas pensé aussi en préparant ça, mais la question de la créativité. Moi, je vois dans mes classes, personnellement, je les reçois en fin de parcours secondaire, et j'essaye de faire des exercices de créativité. Il y a un lien très fort entre la créativité et la liberté, évidemment, en sortir des cadres. Et je suis souvent
souvent, on est en plein terme pour dire en état psychologique, mais parfois un peu accablé, ou ennuyé, ou gêné, parce que je vois à quel point notre système produit, disons, les élèves ont leur rationalité et le système les invite à prendre des voies courtes pour ne pas être ennuyés en classe, pour avoir le moins d'exploration entre les efforts produits et en fait, des fois, avec le numérique, la visualisation, ça les dérange aussi, les élèves, parce qu'on vient aussi les ennuyer eux. Il y a une habituation, une habitude à faire de vagues, et de prendre quelques notes, et puis quand on demande des choses ça. Alors, je pense que la place de la créativité, c'est aussi lié peut-être à la hiérarchie des enseignements, les matières, le poids, la distribution des matières, les matières où la créativité est centrale, je pense à l'art notamment, qui sont traditionnellement dans le système peu mises au haut de la hiérarchie. Et je pense que Jean-Paul devrait peut-être répondre à ça. Lui qui a travaillé dans des BTS. Oui, je suis à l'université en fait depuis 1 an, j'ai enseigné pendant 26 ans dans des sections de design de mode. Et quand tu parles d'art, j'ai quand même préparé cette intervention et j'avais dans mes notes Michel de Certeau sur la subversion et l'art de faire, justement. Et là, on est dans une pratique du quotidien, mais une pratique qui est d'une certaine façon subversive, puisqu'on l'a bien entendu tout à l'heure, ça remet en cause certaines postures sociales, certaines postures de pouvoir. Tout à chacun peut donner son avis, ce qui à une époque, avec le web, n'était pas possible. On donne la parole à tout le monde et on voit bien parfois dans les articles des articles de réaction en disant laissez parler ceux qui savent et restez à votre place. Moi je suis d'origine paysanne et ma grand-mère disait à chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Le numérique justement a fait sauter les barrières barbelées, et les vaches elles sont maintenant en liberté, et elles peuvent vaquer comme ça dans ces espaces. Et je crois que Michel de Certeau, avec le numérique, est d'une actualité extraordinaire. Cette subversion du quotidien, pas forcément les grandes subversions qui font les révolutions, mais modifiées comme ça, point par point, des éléments établis, et puis on sent que ça se délite petit à petit, mais c'est peut-être déjà une forme de conquête de liberté. C'est un grand mot, mais c'est un grand mot qui s'accorde parfois de petites choses du quotidien. Alors de Certeau, c'est vraiment la référence ultime des temps actuels. Pour resituer, de Certeau expliquait que dans les dispositifs panoptiques de surveillance généralisée, il était toujours possible d'inventer de nouvelles façons d'être. Il appelait ça des déambulations piétonnières. Et ça correspond très exactement à ce que l'on fait quand on vague sur l'Internet. Et je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête pour ne pas trop s'affoler de tous les dispositifs de surveillance qui sont en train de s'installer. Ils sont le fait des États, parce que le boulot de l'État, c'est quand même de surveiller ses citoyens, surtout dans les États à la française comme le nôtre. Et il faut garder à l'idée que dans les mondes numériques, il y aura toujours un digiborigène qui va venir et qui va trouver une solution pour hacker un drone Predator, pas parce qu'il est contre les attaques de drones de l'État américain, parce qu'il trouve ça fun. Et après, dans un second temps, le geste va être politisé, il va pouvoir être repris. Donc je crois que en ce qui concerne l'école, pour l'aider à se numériser, il faut d'abord la rassurer, et on peut le faire en lui rappelant au moins 2 choses. La première, c'est que les grandes craintes qu'il peut y avoir, comme l'addiction aux jeux vidéo ou à l'Internet, eh bien, elle peut les laisser comme des craintes du passé. Et on a maintenant suffisamment de recul et d'études pour dire que ça n'existe pas. Donc il faut que nos chers maîtres ne craignent pas que nos chères têtes blondes soient addictes à leur tablette. C'est une maladie qui est imaginaire, donc on en guérit très bien. Et puis la seconde chose, c'est que ce qui est valorisé dans l'éducation nationale, la pédagogie freinée, Montessori, mettre l'élève au centre du dispositif, ce qu'on ne fait pas habituellement, mais bon, c'est un idéal, c'est quelque chose qui est au cœur des pratiques numériques. C'est incarné dans les pratiques numériques. Les digiborigènes ont toujours eu à cœur de produire ensemble, collectivement, les outils dont ils avaient besoin. Le mail, les mailing lists, Usenet, le web, même le web 2.0 le plus néolibéral, il y a toujours cette partie idéologique qui est un des fondements de l'Internet. Donc on peut quand même y aller avec suffisamment de confiance. Je
Jean-Paul, pardon, Michel, tu voulais intervenir avant. Peut-être une ou deux questions, enfin, tout le monde. Oui, donc, bien sûr, il faut qu'on échange. Un mot, parce que du coup, écoutez Jean-Paul, et puis vous écoutez tous, et puis écoutez aussi Jean-François, il y a des mots qui m'ont interpellé. Jean-Paul disait qu'effectivement, ça dérangeait beaucoup que chacun puisse exercer sa liberté d'expression. Et évidemment, dans l'école, c'est un vrai problème, parce que figurez-vous que chacun peut dire ce qu'il a à dire. Et ça dérange énormément de monde. On voit bien comment les politiques, comment les journalistes sont interpellés constamment par des auditeurs, par des spectateurs qui disent ce qu'ils pensent, éventuellement par des élèves en classe même. Figurez-vous qu'il y a des élèves qui disent ce qu'ils pensent. Et donc tout ça, c'est extrêmement perturbant. Il faut quand même qu'on s'habitue à ce que tout le monde puisse effectivement s'exprimer, parce que le numérique le permet, et y compris véhiculer des propos ou des écrits qui soient d'une grande médiocrité. Il faut être capable d'évaluer la médiocrité et la pertinence, de faire le tri entre ce qu'on lit, ce qui est insupportable, et puis, mais en tout cas, chacun doit pouvoir effectivement s'exprimer. Un mot aussi peut-être sur ce que tu disais à propos des écrans et cette culture des écrans. Moi, ça m'ennuie toujours un tout petit peu qu'on réduise les contenus qui sont véhiculés dans le numérique à la dimension carrée de la synecdoque de l'écran. C'est quelque chose qui, à mon avis, réduit un petit peu la perception qu'on peut en avoir. Et peut-être, enfin, pour terminer sur l'école, et sur sa capacité à prendre en compte ces problèmes, ces difficultés, les difficultés qui naissent à elle, c'est qu'elle a perdu, à mon avis, quelque chose qui était une valeur fondamentale de l'école. C'était l'exercice de la raison. La raison. Or, manifestement, en plusieurs occasions récemment, avec le numérique, récemment, depuis 15 ans, l'école a montré qu'elle avait perdu ça, et qu'elle a pris des décisions qui sont très déraisonnables. Je pense tout récemment encore à la manière dont on laisse maintenant, pour parler de l'Internet, entrer des gendarmes dans les écoles pour Les assureurs, en tout cas. et les assureurs, oui, les assureurs et les gendarmes, pour parler de choses qui sont relatives à l'accès à la connaissance. On est en plein... Ça, c'est totalement déraisonnable. Et il est déraisonnable aussi d'imaginer qu'on va continuer à interdire longtemps aux élèves de se servir de ça. C'est complètement irraisonnable. Qu'on ait pu mettre dans les règlements intérieurs et dans la loi l'interdiction d'un outil d'accès à la connaissance, même si on peut faire bien d'autres choses avec ça que d'accéder à la connaissance, mais on accède aussi à la connaissance. C'est déraisonnable. Il faut qu'à un moment donné, que l'école exerce sa raison, que les professeurs exercent leur raison, que les administrations exercent leur raison et réfléchissent à des moyens de s'accommoder de ça, et puis de s'accommoder d'une manière positive. Et puis on pourrait multiplier les exemples à loisir. La manière dont, par exemple, dans les lycées, on a délibérément censuré l'expression des élèves. C'est-à-dire que l'expression des élèves a été systématiquement censurée depuis des années. Au contraire, d'ailleurs, des dispositions législatives à ce sujet. Il y a là à réfléchir sur la manière dont l'école, effectivement, met du temps à s'adapter et à promouvoir ce qui faisait ses valeurs. Merci, tu vois tenter un lien entre la déraison de ses choix et la panique. Oui, bien sûr, c'est la raison, c'est la panique. Jean-Paul, tu voulais faire une précision et ensuite on va prendre quelques questions. Très rapidement, c'était pour compléter les propos de Diane sur Michel de Certeau. Michel de Certeau évoque les pratiques de perruque, c'est-à-dire les ouvriers qui subvertissent le temps et travaillent le plus rapidement possible, puis ce temps libre, et fabriquent des objets qui peuvent être artistiques, qui peuvent être divers. Et je me demande, à l'heure de l'immatériel, si on n'est pas dans des stratégies de perruquer l'immatériel. Et là, je pose plus une question que je donne une réponse, mais on est vraiment dans ces stratégies. Alors, d'une part, ce que j'appelle la perruque inversée, et du coup, au lieu qu'on prenne du temps à notre employeur, est-ce qu'on ne lui donne pas du temps, puisqu'on travaille en permanence, et là, on perd notre liberté. Alors, peut-on perruquer l'immatériel? Et inversement, est-ce que ce web, justement, n'est pas une sorte d'établi, d'atelier sur lequel on peut promouvoir de nouvelles façons de penser? Alors, puisque tu as cité Stigler en introduction, c'est le pharmacone grec. À petite dose, ça guérit, à grosse dose, ça tue. Bon, je pose des questions, je n'apporte pas de réponse, mais je pense que c'est vers ce chemin, c'est dans ces engences qu'il faut que nous nous engagions pour réfléchir et faire avancer ce concept de liberté.